Une coopérative d'habitation pourrait voir le jour en Charlevoix-Ouest au cours des prochaines années. On reçoit Monica Meyerans et Lisa-Marie Mongrain-Drolet qui viennent nous parler d'un projet de coopérative d'habitation dans Charlevoix-Ouest. Bonjour mesdames. Bonjour. Un beau projet, là. En quoi est-ce que ça consiste, premièrement, ce projet de coopérative d'habitation? La coopérative d'habitation, la Charlevoisine, va consister en 18 à 20 logements environ. Le principe d'une coopérative, en fait, c'est qu'il n'y a pas de propriétaires, c'est les locataires qui sont propriétaires en étant membres de la coopérative. Puis ça vient avec des tâches qui sont habituellement attribuées aux propriétaires, là, comme l'entretien, puis l'administration. Puis ces tâches-là sont réparties dans les membres locataires, donc ça permet d'avoir des prix de logement plus abordables. Oui, on ne se cachera pas qu'il y a une crise du logement dans Charlevoix comme partout ailleurs au Québec, mais dans Charlevoix-Ouest, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des logements, puis que le prix des logements est rendu très cher aussi. Donc, notre projet à nous, il vient comme s'imbriquer dans ce besoin-là. Il va répondre, nous, on voit ça comme une solution à la crise immobilière. Puis, ça va permettre en plus à une grande partie des gens, là, donc nous, on vise une mixité sociale, donc une grande partie des gens d'avoir des logements là, abordables dans la région. Ça serait même une première, là, si on en comprend vos ébauches. Exactement. Il n'y en a pas d'autres là, dans la région. Statistiquement, on a vu qu'au Québec, il y en avait plusieurs, donc on serait vraiment emballé là, de créer ce projet-là. Vous incarnez aussi des valeurs particulières que vous avez déterminées à l'origine du projet, là. Oui, on a comme valeur de créer, partager, puis assurer un milieu de vie communautaire Qui est dynamique. basé sur l'ouverture, en quelque sorte. L'ouverture, la simplicité, réduire les déchets, respecter aussi les autres et nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un projet avec plusieurs valeurs humaines. Ce projet-là est né en 2021. Vous étiez et vous êtes encore 6 membres cofondateurs, cofondatrices. Faites-moi un portrait là, rapide de l'historique de cette coopérative d'habitation-là. Ça a commencé en 2021. En 2022, il y a eu le Lab créatique qui a été fait là, ici à Baie-Saint-Paul, puis ça nous a vraiment amené à pousser le projet à un plus haut niveau. On pensait plus à faire un projet entre amis, puis finalement, avec le Lab créatique, on a vu qu'il y avait vraiment un beau potentiel de créer une coop d'habitation. Donc, depuis, on est 6 à travailler sur le projet en raison de plusieurs heures par mois de façon bénévole. Mais vraiment, on est super actifs, puis on est vraiment content là, actuellement de comment ça se déroule. C'est pas une idée qui est lancée dans les airs comme ça. Vous êtes soutenu par des gens du milieu. Il y a notamment la MRC qui est derrière vous. Oui, Mylène Armstrong, qui est au développement économique, qui nous accompagne depuis le début. C'est même elle qui nous a encouragés à participer au Lab créatique. Puis elle nous accompagne à raison de quelques rencontres là, par mois ou par année pour ce projet-là. Sinon, il y a aussi Michel Côté, qui fait partie de Immeubles populaires de Québec, qui, lui, fait office de groupe de recherche, groupe de ressources techniques, excusez-moi. Puis, dans le fond, lui, il accompagne les personnes à créer des coopératives d'habitation. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il a participé à créer beaucoup d'autres coops. Puis, lui, il nous accompagne, il nous répond à nos questions, on fait des rencontres avec lui. Puis, c'est vraiment d'une grande aide. Il est avec nous, lui, depuis l'automne 2023. C'est des ressources qui sont rares à trouver. On est chanceuse de l'avoir. Puis, le projet a beaucoup avancé depuis, là. Parlant d'avancement, vous avez lancé un sondage en ligne. Vous avez récolté des signatures de gens qui vous soutiennent. Vous êtes rendu à combien de signatures exactement? 203 pour être bien sûr. Donc ça, en dedans d'une semaine. Donc on est vraiment, c'est vraiment une belle tape dans le dos là, que l'équipe c'est comme donné en voyant que la population était derrière le projet. Donc on est vraiment content. Et de ces 203-là, combien souhaiteraient vivre, par exemple, dans la Charlevoisine? Il y en a 40 qui ont coché, qui voulaient être sur la liste des personnes qui désiraient habiter dans la coop. Puis il y en a 14 qui ont écrit qu'ils voulaient contribuer au projet. Donc on s'entend que contribuer au projet, ça veut aussi dire probablement d'habiter dans la coop. Nous, notre projet, c'est un projet de 15 à 20 logements.
Donc, déjà, on arrive presque au-dessus des personnes qui pourraient habiter dans ce type de projet-là. Donc, on pense même qu'il va y avoir de la place à d'autres projets de coop d'habitation dans la région. En êtes-vous à regarder le financement? Comment est-ce que vous allez aller chercher des sous pour mettre ça sur pied? Oui, Michel Côté nous aide justement beaucoup là, avec ça pour mieux comprendre. Comme nous autres, on n'est pas dans ce domaine-là. Mais on sait qu'il existe des subventions gouvernementales dans le fond, qui peuvent aller jusqu'à 60 des fonds nécessaires là, pour créer un projet comme ça. C'est sûr que des subventions comme ça vient avec des contributions de la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu à aller rencontrer les municipalités pour voir lesquelles pourraient soutenir un tel projet. Parlant de consultation des municipalités, c'est une des prochaines étapes à venir à l'automne, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. À l'automne, on vise septembre pour rencontrer. On a ciblé 3 municipalités, donc Éboulement, Baie-Saint-Paul, puis Saint-Urbain. Donc, à l'automne, on devrait les rencontrer. Première pelletée de terre prévue pour quand? Est-ce qu'on a une idée à ce stade-ci du projet? Je pense que tout dépend des municipalités puis de la réponse qui vont nous amener avec ça. Nous, on est prêt le plus tôt possible, mais ça va vraiment dépendre de l'ouverture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous, mesdames. Ça fait plaisir. Bien, merci à toi. Mathieu. Pour en apprendre davantage sur le sujet, les citoyens peuvent se rendre sur la page Facebook du regroupement. Une lettre d'appui à signer en personne est également disponible à la Gourgane et au Café Mousse de Baie-Saint-Paul, ainsi qu'au Café Sol des Éboulements. On reçoit aujourd'hui M. Alexis Côté, qui est chargé de projet pour le SANA, le service d'accueil aux nouveaux arrivants de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Alors, M. Côté vient nous parler d'un projet qui se met en branle, un comité interculturel. Ouais. Tout d'abord, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. En quoi ça va consister, ce comité interculturel-là qui va prendre place dans la MRC de Charlevoix? Oui, bien, j'aimerais être capable de réunir des gens de différentes origines, de différents âges. Bref, moi, plus c'est hétéroclite, plus ça fait mon affaire. Puis pour parler des enjeux des nouveaux arrivants ici, de l'immigration, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire auprès des pouvoirs publics ou des trucs comme ça? Donc, c'est un projet que j'ai depuis un bout de temps, puis là, je l'ai annoncé, puis j'ai eu une bonne réponse jusqu'à maintenant. Ça a été quoi, justement, la réponse des gens que vous avez approchés, l'accueil? Est-ce que vous avez senti des avis favorables? Bien, je crois que oui. L'accueil jusqu'à maintenant est très bon. J'ai plus de candidats que qu'est-ce que je voudrais dans mon comité. Ah oui? Donc, maintenant, il faut réunir tout ce monde-là, mais ça part très bien, disons. Ça part sur une note positive. D'où est venue cette idée-là au départ? Bien, c'est un point du plan d'action de la MRC de Charlevoix pour le programme d'appui aux collectivités. Donc, nous, on voulait faire un comité de nouveaux arrivants au départ. En discutant avec du monde qui sont dans le milieu et tout ça, j'ai décidé que c'était meilleur de faire un comité interculturel, de vraiment aller chercher du monde de Charlevoix, des nouveaux arrivants et des immigrants aussi, parce que nouveaux arrivants et immigrants, c'est pas toujours la même chose. Puis pour pouvoir réunir ce monde-là, pour vraiment arriver à quelque chose de plus grand, finalement, au bout du compte. Donc, il y aura des gens de l'extérieur du Québec qui seront invités à participer au comité s'ils demeurent dans la MRC de Charlevoix. Mais exactement. Il y aura aussi des gens, par exemple, qui viennent de Montréal, qui sont vraiment nouveaux arrivants dans la région. Exactement, exactement. Ce qui est mon cas à moi, personnellement. Est-ce que vous avez une idée à ce stade-ci du projet, du type d'activité ou de service que vous pourrez proposer? En fait, moi, le comité, personnellement, je veux que le comité... Moi, je suis là pour démarrer le truc. Je suis la bougie d'allumage. Puis je veux que le comité soit vraiment indépendant là-dessus. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est de réunir les gens puis de dire, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que vous voyez? Je suis certain que le monde qui ont décidé de signifier leur intérêt pour le groupe ont déjà une petite idée de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Alors, est-ce qu'ils vont proposer des activités? Est-ce que ça va être des recommandations? Est-ce que ça va être... Des ateliers de francisation, peut-être? Les ateliers de francisation, c'est une autre idée que j'ai. Peut-être que le comité pourrait aider là-dessus. Déjà, on organise pas mal d'activités, donc peut-être que le comité aussi peut ajouter son grain de sel là-dedans, de voir où est-ce qu'il veut que ça se rende avec ça. Donc, ça va être vraiment le comité qui va décider. Moi, je suis là, je démarre, j'explique un peu la vision
qu'on a du comité et après ça, ça va être le comité qui va décider ça. Moi, mon programme a une fin. Mon but est vraiment que le comité perdure après la fin de mon mandat. OK. Ouais. Il y a vraiment une idée d'inclusion. Vous lancez l'appel aux gens de Baie-Saint-Paul et de la MRC aussi, de tous les villages environnants. De tous les villages environnants, les gens de Baie-Saint-Paul, les personnes âgées. Vraiment, comme je disais tantôt, moi, plus c'est varié, plus on a d'opinions différentes, plus je pense que ça peut mener à quelque chose de vraiment intéressant. Vous les invitez à partir de quand? C'est quoi les prochaines étapes pour le projet? Ben là, moi, à partir de cet après-midi, je suis en vacances. Donc, je prends une petite pause. Et puis, probablement qu'en septembre, là, on va réussir à se rencontrer pour une première fois. Voir aussi, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui disent qu'ils sont intéressés. Le monde qui se déplace, c'est une autre étape. Donc, et après ça, voir qui est-ce qui reste, c'est quoi les horaires, est-ce qu'on se rencontre une fois par année, une fois par semaine, une fois par mois, tout ça. Donc, ça va être ça l'horaire là, du comité. Est-ce que vous comptez aller chercher des partenaires ou des financements externes qui pourraient venir appuyer ce projet-là? Bien là, il y a un financement déjà pour le programme dans lequel je travaille. Donc, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que avant de demander tout financement d'argent public, je regarde l'intérêt et où est-ce que ça va. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans le programme que je suis qui est de faire vraiment de l'interculturel, de faire de l'intégration des nouveaux arrivants, qui se fasse un réseau social, etc. Donc, moi, je regarde qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, si on voit que ça marche super bien, ça va vraiment dans les objectifs du programme, là, je peux dire, OK, bien là, il y a tel besoin financier. Là, je vais aller demander de l'argent pour faire ça. Fait que dans un premier temps, ça va être ça. Après ça, est-ce qu'il va y avoir des partenaires extérieurs? C'est très possible, parce qu'il y a beaucoup de monde que ça pourrait intéresser, un comité pareil. Donc, mais là, ça va être à voir. Ça va être le comité aussi qui va voir quel partenaire il aimerait avoir, puis faire le démarchage, etc. Au début, je vais être là avec eux, puis je vais pouvoir... Moi, j'ai un peu plus l'habitude que la majorité des gens d'aller vers ces trucs-là. Donc, et puis là, après ça, bien là, on va essayer d'avoir un roulement qui va être au-delà du financement en argent public qu'on a avec le PAC. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui valorisent un peu le plein air ou l'accès à la nature. La CEPAC, notamment, veut signer des ententes avec des organismes locaux comme le SANA dans les différentes régions au Québec. Le SANA a organisé aussi une sortie récemment au Massif de Charlevoix. Est-ce qu'il y aurait une portion loisir qui pourrait prendre place dans un comité comme celui-là? Certainement. Là, on le fait, nous, de base, parce que c'est un peu ma job de faire ça. Donc, je fais des activités pour que le monde puisse se rencontrer. Après ça, si un comité veut continuer là-dedans, comme avec les randonnées, d'ailleurs, là, présentement, j'organise des randonnées avec la municipalité Amis des aînés, Isabelle Lapierre qui s'occupe de ça. Donc, on a formé un groupe qui s'appelle Rando Rencontre Charlevoix. Et le monde s'inscrit sur le groupe et nous, on annonce des randonnées. Donc, le Massif, ça n'en faisait pas partie, c'est une collègue qui l'a fait. Mais nous, on en a prévu plusieurs. Puis moi, encore là, je veux que le groupe devienne autonome, que quelqu'un qui ait le goût de faire des randonnées dise « Hey, je m'en vais dans tel coin, y a-t-il du monde qui veut venir avec moi? » Puis c'est ça. Toutes les activités, c'est ça qu'on vise, là, finalement. Là. Vous visez autant les personnes âgées, les familles, les personnes vraiment... Moi, je veux que le monde se rencontre. Moi, je veux que le monde se rencontre. Quand le monde se rencontre, tout d'un coup, il y a plein de problèmes qui disparaissent. Et puis, comme chargé de projet au SANA, vous portez déjà plusieurs projets. Est-ce que ces projets-là pourraient être amenés à être repris par le comité interculturel? Ça serait vraiment le fun que ça puisse arriver. Donc oui, on a plusieurs projets. Présentement, j'ai mon club d'échecs. Donc, en collaboration avec le club d'échecs de Baie-Saint-Paul, c'est drôle à dire, mais le club d'échecs de Baie-Saint-Paul est fermé pendant l'été. Puis moi, je me suis dit que ça serait peut-être moins intimidant d'avoir un club à l'intérieur du SANA. Puis après ça, le monde connaîtrait les membres du club d'échecs officiel et après ça, on pourrait transférer tranquillement pas vite le monde vers le club officiel. J'ai mon groupe d'écriture présentement, que ça serait une activité qui serait vraiment le fun à répéter. Donc, on est en train présentement d'écrire un recueil de nouvelles qui devrait être publié cet automne. On veut faire le lancement durant le Forum régional interculturel de Charlevoix qui va avoir lieu à Saint-Irénée. OK. J'ai un club de photos. On s'est rencontrés hier encore. On veut participer à des concours. On partage nos trucs photos, etc. On a un groupe pour ça. J'ai la rando rencontre que j'ai parlé tantôt.
Puis j'aimerais beaucoup former, on en parlait aussi, un club d'échange linguistique. On en a parlé très, très rapidement. Donc, le monde qui aimerait apprendre l'espagnol, j'ai des hispanophones qui aimeraient être capables de pratiquer leur français, qui sont en francisation. Donc, pourquoi pas mettre ce monde-là ensemble? Puis, on apprend l'espagnol, ils pratiquent leur français. Après ça, le contraire, on inverse. On a toutes sortes de sujets de conversation. Oui. Donc, c'est une chose que ça, le comité, j'aimerais beaucoup qu'il se penche là-dessus. C'est des choses comme ça. Puis, j'ai un gros événement qui s'en vient aussi le 21 septembre. Du côté de la Charlevoix-Est, ils ont le solstice, c'est ça. Puis moi, je veux faire l'équinoxe. Donc... Dans Baie-Saint-Paul. Dans Baie-Saint-Paul. Donc, ça va être un peu l'équivalent. Donc, c'est une fête un peu de bienvenue. Tu es montré que Charlevoix accueille ses nouveaux arrivants. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités. On va avoir un DJ, il va y avoir de la bouffe d'un peu partout dans le monde. On va avoir des activités pour les enfants et tout ça et tout ça. Pour les gens qui voudraient en savoir plus et qui voudraient continuer à vous suivre, où est-ce qu'on peut retrouver l'information? Bien, sur la page du SANA de Facebook, ça, c'est sûr qu'on voit pas mal d'informations là. Sur mon profil professionnel aussi, Alexis Côté Pro. Okay. Donc, on peut voir ça là. Sinon, bien, il y en a tout le temps qui ont des suggestions, qui me disent « Ah, ça serait une bonne idée, ça, tout ça ». On peut m'écrire sur mon adresse courriel. Alexis avec un S en commercial, c'est je-appui.qc.ca. Donc, c'est toutes les manières qu'on a. Mais moi, je publie à peu près tout sur mes réseaux Facebook. Quand on peut, on essaye de venir ici ou à la radio pour annoncer nos choses. Fait que c'est ça. Là. Habituellement, l'information circule pas mal. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'être passé dans notre studio. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'en parler. C'est important. Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul lance sa 42e édition avec une vingtaine d'artistes et un thème orienté vers le rapport des êtres humains à l'environnement. La directrice artistique de l'événement est à l'origine de la thématique « Habiter le monde par l'art et l'écologie ». Ce thème-là, c'était quelque chose que je trouvais important parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et puis, je trouvais que donner plus de visibilité au travail des artistes en rapport avec un sujet comme ça, duquel on entend parler beaucoup, d'un point de vue scientifique, je trouvais que de mettre en valeur la réflexion des artistes. Les artistes travaillent sur des questions écologiques depuis 40 ans. Et puis, mais il n'y a pas eu beaucoup de visibilité de leur travail. Maintenant, ça commence. Alors, je trouvais qu'il y avait beaucoup de circonstances qui faisaient en sorte que c'était un thème qui intéresserait beaucoup de monde. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un peu une forme d'art qui est engagé ou qui c'est un art politique, en quelque sorte? Est-ce que c'est un peu... un art qui a un engagement social. Oui. Pour certains, il peut avoir des connotations politiques, mais c'est avant tout, je dirais, l'art écologique est avant tout social. Enfin, on peut le décliner de différentes façons, mais je pense que l'enjeu premier, c'est social. Il faut vraiment regarder notre rapport à la nature, à l'environnement, parce que c'est notre survie. 12 artistes ont été sélectionnés pour la résidence artistique qui se déroulera au cours des 4 prochaines semaines. 10 autres artistes participeront également de façon ponctuelle à des activités de création à travers la ville. La provenance des artistes est très variée, allant du Québec à l'Angleterre, en passant par le Mexique, le Canada anglais et même la République démocratique du Congo. Vous avez reçu beaucoup de candidatures pour ce 42e symposium? On en a reçu vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on le voit que c'est des questions qui occupent beaucoup les artistes. Puis, bien, c'est aussi de se dire, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un peu tout le monde. T'sais, là, actuellement, qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles? Bien, ça brûle en Colombie-Britannique. C'est tellement quelque chose qui nous entoure tout le temps. C'est sûr que les artistes, bien, ça vient teinter leur création aussi. Donc, on a eu au-dessus de 240 applications, je pense, cette année. Fait que c'était quand même assez très, très populaire. Là. Les artistes étaient très, très intéressés. Puis c'était ça a été dur de choisir, en fait. Là, on aurait pu choisir facilement 30 artistes. On aurait eu un super symposium. On aurait eu, comme tu disais à la fin, on aurait eu de quoi faire 2 symposiums. Oui, facilement. Cette année, les dernières heures du comité de sélection, on avait le cœur tout à l'envers parce
il y a des sujets, des projets qui étaient excellents qu'on ne pouvait pas prendre parce que, je veux dire, pour toutes sortes de raisons, on est limité à 12 artistes. Et puis, mais c'est ça. Oui, la réponse des artistes, elle a été excellente, vraiment. Des pratiques artistiques de toutes formes seront présentées durant l'événement culturel. Et c'est dans la nature du symposium maintenant. Le symposium était tourné vers la peinture avant, principalement. Mais là, depuis quand même plusieurs années, il est vraiment tourné le plus possible à présenter qu'est-ce qui se fait dans l'art actuel maintenant. Donc, c'est sûr qu'il y a du multimédia, il y a de l'installation, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a du textile. Fait que, c'est sûr qu'il faut qu'on soit le plus représentatif possible de ce qui se fait en art là, maintenant. C'est qu'en art contemporain, les artistes ne s'identifient plus à un médium en particulier, comme ça s'est fait antérieurement. C'est vraiment, ils vont travailler des idées et après trouver le meilleur moyen ou les meilleurs matériaux pour les traduire. Ce qui fait que des artistes sont devenus multidisciplinaires comme ça. Alors, en étant un symposium d'art contemporain, comme Gabriel le dit, je dirais, il faut représenter cette réalité-là aussi. François Quévillon, un artiste montréalais, témoigne de l'intérêt du croisement des disciplines qui composent sa pratique. J'ai une pratique interdisciplinaire qui touche aux arts visuels, médiatiques, numériques. J'aime bien combiner différents médiums ensemble. Mais mon travail touche surtout aux arts numériques, je dirais. Mais je m'intéresse beaucoup à l'image photographique notamment, avec les changements technologiques. Donc, beaucoup de la photographie calculatoire, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, qui est très à la mode ces temps-ci. Et puis, toujours une pratique qui est très tournée vers le territoire, le paysage, donc la captation du territoire en utilisant différents outils liés à la géomatique, par exemple. Donc, j'ai une pratique assez hors science aussi. Monsieur Quévillon indique s'inspirer de bouleversements planétaires et d'enjeux environnementaux depuis le début de sa carrière artistique. En 2001, déjà, je m'intéressais beaucoup au réchauffement climatique et tout. Puis je travaillais avec les différents états de l'eau, par exemple, pour évoquer, entre autres, la fonte des glaces et tout ça. Mais ma pratique est directement liée, toujours. Je travaille beaucoup en résidence, donc je m'intéresse toujours à des enjeux locaux, mais qui résonnent globalement, si on peut dire. Comme, j'ai été travailler en Abitibi sur des projets de mines de lithium, situés près de l'escarre Saint-Mathieu-Berry. Donc, un peu des paradoxes de la transition énergétique. Donc, on a besoin de mines pour extraire des minéraux, mais il y a un impact environnemental. Ou encore, l'industrie de l'aluminium au Saguenay. Lorsque j'étais au Saguenay, je m'intéressais aux résidus de bauxite. On n'a pas de bauxite pour produire de l'aluminium, donc on importe des roches de bauxite d'un peu partout à travers le monde. Ils sont traités là, mais il y a des résidus. Donc, c'est un peu ce qui est au cœur de ma pratique. Donc, à chaque fois que je suis à quelque part pour développer un projet, je m'intéresse aux enjeux locaux. Ce dernier planifie travailler sur un sujet local durant sa résidence à Baie-Saint-Paul. Depuis 3 ans environ, même plus avant, je travaille beaucoup autour de l'érosion côtière. Depuis de nombreuses années, depuis 3 ans, assez intensément, mais je m'y étais intéressé auparavant. Puis c'est un peu un sujet sur lequel je vais travailler ici. En fait, au mois de mai, j'ai fait le tour des maritimes. J'ai travaillé l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis en Gaspésie. Puis c'est ça, je m'intéresse à l'érosion de l'estuaire, du fleuve et du golfe du Saint-Laurent. Mais ici, je pense que je vais aller plus vers la rivière du Gouffre. Oui. Donc, ça m'intéresse. Donc, votre art, il est à la fois scientifique, mais aussi, est-ce qu'on peut dire un peu politique, en quelque sorte? Oui, clairement politique. Engagé, mais en même temps, des fois, j'en parle pas, puis je laisse les gens se faire leur propre interprétation. J'essaie de laisser ça très, très, très ouvert, pas donner trop d'informations au départ, puis que les gens interprètent selon ce qu'ils perçoivent et qu'ils comprennent, selon leur bagage aussi, leur expérience et ce qui les touche. Le comité d'organisation admet que le déroulement du symposium permet une déconstruction de certaines conventions artistiques. C'est un drôle d'événement, le symposium. C'est pas partout que ça va exister, parce que souvent, les artistes, quand ils vont en résidence, c'est pour être dans leur bulle. Ici, on brusque leur bulle, disons, beaucoup, mais en même temps, on s'attend à rien d'eux à la fin. C'est pas comme si qu'ils doivent nous livrer 3 œuvres, tu sais. Fait que c'est sûr que pour eux, le processus est aussi de rencontrer, de se faire arrêter, de réfléchir, de répondre à une question. Puis ça est très intéressant pour eux aussi. Fait que c'est un processus de création qui est différent, mais que c'est pratiquement que le symposium qui offre ça aux artistes.
C'est certain qu'ils doivent adapter leur méthode de travail. Ils ont des moments où ils peuvent travailler seuls, où là, ils peuvent travailler sur des aspects plus difficiles ou plus exigeants. Mais j'ai toujours retenu ce qu'un artiste a dit il y a 2 ans par rapport aux visiteurs. Et puis, il disait, on travaille seul dans l'atelier à l'année longue. Et là, on a un événement, on fait un vernissage. Là, il y a 40 personnes, du coup, qui veulent nous parler. Puis après, on ne voit plus personne. Il dit, là, on a 1 mois pour échanger avec les gens. Puis c'est d'une richesse inouïe. De plus en plus, on dirait que les gens comprennent aussi davantage c'est quoi le symposium. Le symposium a des habitués aussi. Et puis, les échanges sont de plus en plus fructueux, je dirais. Les gens restent longtemps, ils ont des conversations vraiment de fond avec les artistes. Et puis, en fait, je pense que ça fait des heureux des 2 côtés. Ouais. Un contexte comme celui-ci, c'est la première fois, là, avec autant d'interactions. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais j'aime bien rencontrer la communauté locale lorsque je développe un projet. Donc, c'est un contexte qui favorise ça. Quoique ça risque d'être plus des touristes que la communauté locale, on verra. Mais bon, c'est toujours intéressant de discuter avec le public. Puis pour moi, ça fait partie du travail et de la pratique. Je sens pas la nécessité d'avoir une œuvre incroyable à présenter dans 4 semaines, là, mais c'est une démarche en cours. Donc, c'est possible même qu'elle se poursuive par la suite? Ah, ça va sûrement se poursuivre. Ça se poursuit toujours. Ouais. La 42e édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul se déroule jusqu'au 25 août 2024. On reçoit aujourd'hui M. Gaétan Long qui vient nous parler d'un projet assez emballant. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de ça. Ça s'appelle les Mémoires vivantes de Charlevoix. Bonjour, M. Long. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous, tout d'abord? Ça va très bien, En vacances, puis moi, mes vacances, j'y passe à produire et à faire des vidéos pour Mémoire vivante de Charlevoix. C'est ma passion pour conserver la mémoire des gens de Charlevoix et de tout Charlevoix. Pour les gens qui ne connaîtraient pas exactement c'est quoi ce projet-là, quels sont ses objectifs et parlez-moi un peu de l'historique qui a mené à où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui? Bien, en fin de compte, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que moi, je vais y aller rapidement, j'ai regardé la télévision, à un moment donné, c'était une émission où je pense que c'était Claude Rajotte qui dit « Ouais, les rubans magnétiques, c'est le temps de numériser parce qu'avec le temps, ça se démagnétise. Ah. » Moi, j'entends ça, puis là, moi, je sais ce qu'on a fait dans ma jeunesse. Je suis un des pionniers des TV communautaires au Québec. Et surtout, je travaillais à l'époque à Télévision communautaire Vents-des-Marais, qui collaborait beaucoup avec TVCO, qui à l'époque s'appelait TVB. Donc, moi, je sais tout ce bagage-là. Fait que j'appelle mon ami André Simard. Son père était originaire de Baie-Saint-Paul, Léo Simard, qui a fait déjà beaucoup d'émissions. J'ai dit, où sont-ils, ces cassettes-là? C'est ce qui s'est passé avec ces cassettes-là. Là, il me répond, ouais, mais avant qu'on détruise l'ancienne télévision communautaire Place L'Aiglon à Capalègue avec une pelle mécanique, on les a toutes transférées au Centre d'archives régional de Charlevoix. Et c'est là où je collabore avec mon bon ami Rosaire Tremblay. Donc, je suis allé voir le Centre d'archives. J'ai eu la permission, grâce à TVCVM, Patrice Gagnon m'a donné la permission et le CA de TVCVM de jouer dans ces vieilles archives-là. Fait que moi, j'ai commencé par mon époque. Je me suis trouvé un lecteur Betacam, non pas de Betacam, c'est du bêta industriel. Même pas du bêta de maison. Donc, du vieux matériel, en quelque sorte, qui vous ont permis de vous intéresser aux témoignages et aux histoires que les gens veulent raconter sur leur vie. Exact, exact. Et là, parmi tout ça, il y a pour prendre l'accoutumance. Pour prendre l'accoutumance, en fin de compte, c'est Jean-Yves Bellé qui rencontrait les gens un peu comme je fais et qui leur donnait un témoignage. Fait que là, grâce à ça, nous, on a une bonne banque Éloi Perron, qui compte sa vie, là, le capitaine là, qui est venu chez son bateau ici le jour de ses funérailles, qui est reparti avec le Calmi. Plein de gens qui ont fait partie. Et j'ai numérisé aussi un de vos premiers bulletins de nouvelles où ce qu'on voyait encore en vie, René Richard. Oui. Alors moi, la vie de colon, je ne peux pas dire que c'était une vie qui m'intéressait beaucoup. C'était du reste une vie très pénible. Mais ce qui m'intéressait plutôt, c'était la vie des Indiens.
Donc, ça n'a pas de prix, ça. Donc, votre but, c'est de récolter et de garder vivants des témoignages, des histoires de vie qui participent un peu, en quelque sorte, à l'identité collective des Charlevoisiens et des Charlevoisiennes. Et puis, il ne faut pas oublier que Charlevoix est une réserve mondiale de biosphère et la population a été inclue à l'intérieur de ça. Donc, c'est des témoignages d'autant plus intéressants pour les générations futures. Puis moi, à l'intérieur de ça, il y avait l'émission, bien entendu, pour prendre l'accoutumance de Jean-Yves Bellé. Là, je me suis posé la question, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui prend la relève de Jean-Yves, qui rencontre aujourd'hui des personnages importants de Charlevoix qui ont créé, et même des petites gens? Il n'y a pas d'histoire peu commune. C'est quoi l'histoire de cette maison-là? Ça se trouvait être voisin de Lorconan, ça? Oui, exactement. Lorconan était là-bas. OK. Puis ici, anciennement, il y avait la boucherie à M. Lavoie. Hilaire Lavoie de Saint-Hilarion, anciennement. C'est amené rouvrir sa boucherie-là, lui. Donc là, les Mémoires vivantes de Charlevoix, ça a commencé un peu amateur. Vous le faisiez par passion, sous forme de bénévolat. Et vous êtes rendu à, maintenant, vous enregistrer comme organisme à but non lucratif. Oui, effectivement. Vous êtes en train de vous institutionnaliser, en quelque sorte. Et ce soir, vous avez une rencontre à la Malbaie pour créer un conseil d'administration. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. C'est un conseil d'administration que je veux. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, j'assume tous les coûts. Moi, je ne veux pas que ça devienne... Mais qui sait que ça peut devenir avec le temps? Moi, je veux que ça soit complémentaire avec les organismes de communication déjà existants dans Charlevoix. Ce qu'on fait, nous, on veut faire de la production, c'est-à-dire rencontrer des personnes âgées, leur faire parler de leur histoire. Histoire de toutes sortes de domaines. Dans tous les domaines. Agriculture, politique municipale, les arts, l'environnement, la foresterie. Monsieur ou madame tout le monde qui est rendu à un certain âge, mais quand même une belle histoire, parce que, bon, elle l'a connu avant. Il n'y a pas d'histoire commune. Il y a toujours quand même quelque chose à chercher. Moi, des fois, je rencontre des gens, puis il ressort des choses qu'ils n'avaient même pas pensé. Et je fais des plans de séquence, pas besoin de montage, puis tout ça, parce que je ne suis pas équipé. Et ça prend des équipements. Oui. L'arrivée de cet organisme à but non lucratif-là, bon, ça va nous prendre des serveurs. C'est sûr que tous mes fichiers, et j'ai une bonne collaboration du Centre d'archives régional de Charlevoix, mais il faut mettre ça, il faut garder. Moi, je garde toutes les captations que je fais en version originale captée en MPEG. Mais c'est très lourd. Donc là, la rencontre aura lieu ce soir au Centre de loisirs de la Malbaie, au 65 rue Girard. Ensuite de ça, le conseil d'administration devrait se créer au cours des prochaines semaines. Oui. Vous allez vraiment mettre en valeur le récit des gens pour, en quelque sorte, conserver un savoir qui va se transmettre de génération en génération. Effectivement, c'est ça. Et pourquoi un CA? Premièrement, là, moi, je vais avoir un conseil d'administration. On a déjà un bout de fait. On a notre lettre patente, on a un compte, mais ça va, le conseil, c'est les gens que je vais ramasser, la liste de gens qu'on va ramasser, il va y avoir deux listes. Une qui pourrait être juste les gens, les membres. Les autres, ils veulent être impliqués au niveau du conseil d'administration, mais vu qu'on n'a pas encore nos règlements généraux, on ne sait pas encore combien de personnes qui seront dans le conseil d'administration. Ça fait partie des règlements généraux. Le premier mandat de ces gens-là, ça va être de se réunir ensemble. On aura le nombre de personnes qu'on aura qui élisent un conseil d'administration provisoire dans le but de faire les règlements généraux. Et moi, ce que je veux surtout de cet organisme-là, c'est ramasser des fonds pour les équipements, pour les serveurs, pour les disques durs, pour pouvoir garder ça pour les générations futures. Donc là, c'est un patrimoine immatériel, donc qui participe, comme je le disais un peu plus tôt, à l'identité des Charlevoisiens, Charlevoisiennes. Oui. On conserve des savoirs ancestraux. Exact. Ma question s'inscrit un peu dans l'ère du temps. On vit dans une société parfois qui est qualifiée, qui fait preuve d'agisme envers les personnes âgées. On les écoute de moins en moins. On les envoie dans les CHSLD, on s'en débarrasse. Oui, il y a des gens qui affirment qu'on ne prend plus soin de nos aînés comme on le faisait par le passé. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres sociétés où les personnes âgées sont encore des sources de transmission intergénérationnelle de savoir. Au Japon. Au Japon, par exemple, on prend soin de nos aînés.
Est-ce que votre démarche ne va pas un peu à l'inverse de ce qu'on vit en société et contribue à garder vivant et bien ancré en société nos aînés? Oui, parce que moi, je suis d'accord avec ça qu'en fin de compte, c'est moins populaire. Mais quand on regarde le nombre de personnes qui me suivent sur Facebook, je pense que ça revient, ça, parce que ça intéresse les gens. Puis moi, il y a déjà des gens qui sont... C'est une personne que j'ai rencontrée, j'ai fait un beau bilan de sa vie, quelqu'un qui a été très impliqué, et également ami, parce qu'elle faisait du patin artistique avec les gens de Baie-Saint-Paul, Claire Turcotte. Elle a fait un beau témoignage avec moi et elle est partie pour un monde meilleur. Bien là, on a sa vie, on a tout. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire une biographie de sa vie. Vous êtes une fille du monsieur Tremblay qui avait un magasin ici. Hector Tremblay. Hector Tremblay. Oui. Est-ce que vous sentez que les jeunes générations vous soutiennent? Vous êtes notamment visible sur Facebook. Est-ce que les gens qui sont membres, qui vous suivent, il y a plusieurs jeunes qui en font partie? Oui, il faudrait investiguer, mais il y a beaucoup de jeunes. Moi, il y a un beau témoignage que je vais vous donner. C'est que moi, à un moment donné, j'ai eu un témoignage d'une jeune personne d'une vingtaine d'années. Et ça me surprend parce que moi, des fois, je mets quelqu'un sur Facebook, des fois, je mets une vidéo, je dis « Ah, c'est-tu bon, c'est-tu bon? » Je le mets pareil parce que je mets tout. Moi, je ne juge pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je mets tout. Bien, c'est une madame qui avait participé à un Vox Pop dans les années 80 au centre-ville de la Malbaie. Elle donne son avis sur un sujet, peu importe. Et cette madame-là est partie pas longtemps pour un monde meilleur. Mais la petite madame, la petite fille de 20 ans, elle me dit « Monsieur, j'avais jamais entendu parler de ma grand-mère. » J'avais entendu parler de ma grand-mère. C'était précieux pour elle. Exactement. Même sa famille ne savait pas que ces images-là existaient. On parle des années 80, c'est pas tout le monde qui filmait les années 80. Oui. Donc, c'est précieux, ça. Elle a reconnecté avec sa grand-mère. Elle l'a entendu parler. Moi, c'est sûr que j'aime les vieilles photos, D'ailleurs, il paraît que je suis un bon photographe. D'ailleurs, il y a certaines photos qui servent encore dans des entreprises que j'ai prises dans les années 80, comme l'Auberge des Falaises, la photo principale d'Auberge des Falaises. C'est vous qui l'avez prise? C'est moi qui l'avais pris. Mais c'est pas vivant, une photo. Donc là, c'est pour ça que vous amenez les vidéos. Oui, pour garder la voix, pour garder l'histoire, pour garder l'âme un peu. Vivante. Oui, l'âme vivante des gens. Donc, on rappelle la création du conseil d'administration. Je vais voir du monde de partout dans Charlevoix, moi, là. Oui. Puis, du territoire au complet, faire un Charlevoix ensemble. Et pourquoi pas un jour avoir des gens dans chaque village qui mémoire vivante, c'est pas, je veux pas que ça soit juste Gaétan Long, mémoire vivante. Là. Donc, on répète, le public qui pourrait être intéressé peut se rendre au centre de loisirs de la Malbaie ce soir pour la formation du conseil d'administration. Je vous demande d'être présent. Pourquoi? Parce que moi je ne peux pas tout seul. Ensemble, on faire de quoi? Parce que, quelque part, là, mes moyens sont limités. Oui. Et heureusement, j'ai beaucoup d'aide. Comme au festif, j'ai quelqu'un qui m'a... Oui. Mais oui, j'ai besoin de vous autres. OK. Donc, 65 rue Girard, ce soir. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans le projet. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La ville de Baie-Saint-Paul a accueilli pour la première fois la brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec à la piscine du centre éducatif Saint-Aubin. La brigade se déplace, choisit en fait des municipalités à travers le territoire québécois et Baie-Saint-Paul a été sélectionné pour cette année. Première année? Oui. La venue de la brigade? Première année de la venue de la brigade ici même dans la région de Charlevoix, donc on est bien heureux de les accueillir pour parler prévention et prévenir la noyade. Ça s'inscrit dans un moment assez particulier, là, la venue de cette équipe-là. Oui, cette semaine, c'est la semaine nationale de c'est la semaine de la prévention de la noyade et aujourd'hui, on est là, ce 25 juillet, la journée internationale de prévention de la noyade. Donc, la brigade fait le tour du Québec. Là, il y a des sauveteurs qui vont faire une petite compétition amicale. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser. En plus, on est en pleine semaine de la prévention des noyades. Donc, c'est important de rappeler tous
toutes les mesures de sécurité. L'entraînement, c'est de se tenir à jour, mais c'est pour faire aussi comprendre que ça peut arriver à tout moment. Tu sais, les sauveteurs se requalifient à tous les 2 ans, mais 2 ans, c'est long, donc ça peut arriver à tout moment. Donc là, tu sais, une pratique de RCR, il va y avoir une pratique de retournement, donc c'est important pour eux de toujours s'entraîner. Le passage de cette équipe spécialisée a également pour but la sensibilisation du public aux dangers de l'eau et la promotion de pratiques sécuritaires en milieu aquatique. L'eau, c'est un milieu naturel, ça reste un élément naturel. C'est dangereux, même si tu es le meilleur nageur, tu n'es pas à l'abri d'être fatigué, d'avoir une crampe, de te cogner les jambes, les pieds si tu nages en milieu naturel. Même en milieu surveillé, il peut arriver un accident à un certain moment, tu te sens un petit peu plus faible, un petit peu plus fatigué cette journée-là. Puis ça arrive très rapidement, une noyade. Là, tu peux disparaître sur la surface de l'eau, personne ne s'en rend compte. Puis finalement, tu te noies un peu à l'abri des regards, là, ce qui est très triste, puis ce qu'on veut éviter là, particulièrement. C'est pour ça qu'on fait de la prévention, puis qu'on amène les gens à toujours se baigner avec quelqu'un qui peut les aider, qui peut les surveiller, à venir en milieu surveillé où les sauveteurs sont là pour intervenir en cas de besoin. Les sauveteurs, les accompagnateurs, les parents, les gestionnaires. La journée d'activité organisée par la brigade se divise en plusieurs volets. Ce matin, ça commence avec un entraînement de sauveteurs. Donc, ils ont 1 heure avec les sauveteurs de la ville de Baie-Saint-Paul qui travaillent cet été. Ils vont faire de l'entraînement, du rappel de souvenirs de les nouvelles normes du RCR, comment intervenir, comment bien se placer là, pour bien surveiller la piscine et tout ça. Ils vont revoir ça avec eux. Et ensuite, ils vont faire des activités avec les jeunes du camp. Donc, surtout les plus vieux, ils vont leur montrer comment intervenir lors d'une noyade ou d'un ami en danger. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Comment faire des techniques? Puis ça leur apporte aussi des fois de l'intérêt au niveau des jeunes pour devenir sauveteurs éventuellement. OK, Elisabeth va m'appeler en ambulance, j'ai une victime inconsciente à la piscine. OK, tu reviens mon... Même si l'on connaît bien les plans d'eau dans lesquels on se baigne, la prudence reste de mise. En milieu naturel, les cours d'eau ils varient, même de jour en jour, de semaine en semaine, selon les pluies, la fonte des neiges, etc. Ce qui rend le cours d'eau toujours imprévisible. On ne peut pas savoir à quoi s'attendre, puis ça augmente malheureusement les dangers qui peuvent survenir, les accidents qui peuvent survenir. 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18. Le recrutement de sauveteurs demeure toutefois un enjeu, surtout durant la période estivale. Bien, dans le fond, il en manque quand même toujours. On ne peut pas dire qu'on est une région là, qui a énormément de sauveteurs. On ne peut pas dire qu'on manque de plus comme d'autres régions là, qui cherchent des sauveteurs ou qui ont vraiment de la difficulté. Nous, on a la chance ici à l'école secondaire de Saint-Aubin d'avoir des cours de natation de la secondaire 1. À côté de la Malbaie, il y a des cours aussi de natation. Il y a des programmes scolaires qui vont se donner nager pour survivre maintenant. Nager pour la vie, qui est le nouveau programme de natation. Donc, je crois que la santé de la natation là, dans la région de Charlevoix, ça va bien. Là. M. Fortin souligne au passage qu'il existe des infrastructures et des services pour apprendre à nager. Pour s'informer dans nos services de loisirs, prendre des cours, OK, on ne s'improvise pas de dire nageur parce qu'il dit que c'était possible d'apprendre à nager, mais de prendre des cours et de le faire en s'amusant parce que c'est une méchante belle activité. La Société de sauvetage du Québec rappelle que 84 noyades présumées ont eu lieu sur le territoire québécois en 2023.